va passer à la deuxième table ronde, qui est retransmise aussi en direct sur notre site. Donc normalement, on a une connexion ensuite avec Laurent Babiquian, qui est Global Director de Capital Markets à la CDP et qui est resté à Berlin, et Cécile Blondeau-Dallet, qui est aussi donc directrice de la co-directrice Business Unit Ingénierie et Clientèle Patrimoniale, la CNP Assurance. Normalement, est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que la technologie fonctionne? Oui, tout à fait. Parfait. Parfait. Bon, bah ça fonctionne bien. Impeccable. Merci à tous. Je vais passer quelques slides en introduction et avant, je vais peut-être vous présenter. Donc, je disais Laurent Babiquian, qui est Global Director de Capital Markets à la CDP. Cécile Blondeau-Dallet, qui est co-directrice Business Unit Ingénierie et Clientèle Patrimoniale chez CNP Assurance. Beryl Bouvier-Dinota, qui est directrice adjointe gestion européenne chez OFI Asset Management. Éléonore Bedel, Global Head Sustainable Investment chez BNP Paribas Wealth Management. Et Brune Ribado-Dumas, qui est Head of Private Equity chez Kimpa. Alors on dit Kimpa Impact, Family Office ou Kimpa? Kimpa, ça suffit maintenant, c'est tellement connu qu'on dit Kimpa. J'ai quelques slides en introduction pour parler de la gestion ISR et de la bascule de notre industrie. Le thème, vous vous en souvenez, c'est Impact Investing, comment flécher les investissements vers les solutions durables et profitables. Et on voit que ça a déjà commencé, ce fléchage et cette transformation. Vous avez les fonds actions et ETF actions ISR. Vous voyez qu'on est sur une collecte de 193 milliards net cette année par rapport à timidement 17 milliards net en 2018 ou 81 milliards net en 2019. Donc il y a eu une progression forte de l'industrie. Là c'est du net, donc c'est pas une transformation de fonds, mais c'est vrai new money qui s'est investi dans ces fonds ISR. Et par rapport à un 150 et quelques sur des fonds classiques qui ne sont pas ISR. Donc on voit que c'est plus d'1 euro sur 2 qui s'est dirigé cette année vers des fonds ISR, en tout cas sur les actions, sur une composante européenne, donc on est sur un périmètre européen. Alors on n'a mis que sur les fonds actions, parce que de toute façon, les 2/3 de la collecte cette année s'est positionné sur des fonds actions. On parlait de grande rotation tout à l'heure. La partie monétaire taux est diversifiée ou perf absolue est restée relativement timide cette année. Et on a voulu faire un focus sur les actions. En termes d'évolution du nombre de fonds, on est maintenant sur 3617 fonds précisément au mois de novembre. Donc c'est 20% du nombre de fonds qui sont maintenant ISR. C'est multiplié par 8, du coup les encours, c'est 29% de l'industrie de la gestion en Europe qui est aujourd'hui investie en ISR, de près ou de loin, on y reviendra. Et donc ça représente 29%, pratiquement 2500 milliards d'euros sous gestion. On a eu donc l'effet collecte, je le disais à l'instant, donc c'est une multiplication par 11. Ça touche aussi les ETF, c'est un élément aussi important. On a plus de collecte sur les ETF ISR que sur les ETF non ISR. Donc la partie indicielle s'est emparée de ce sujet. Et enfin, pour conclure, je voulais insister sur ce qui est article 9. On en parlera, mais vous voyez que 1% des fonds sont article 9, donc un peu plus de 300 fonds sont article 9 aujourd'hui sur les actions, et ça représente 33% de la collecte nette, donc 1% des fonds collectent 33%, captent 33% de la collecte nette, donc c'est 65 milliards d'euros. Donc on voit qu'il y a un appétit des investisseurs aussi pour ce qui est de plus en plus à impact, plus engagé, plus, on dira, article 9 pour les spécialistes de SFDR, on y reviendra, mais en tout cas, il y a un engouement vers des fonds de plus en plus vert foncé. Voilà un peu en introduction les quelques stats Cantalis. Alors je vais laisser la parole à Laurent pour, j'allais dire, avoir
j'allais dire, lancer le débat, puisqu'on vient de parler de la demande des investisseurs et l'offre de l'industrie. Et j'allais dire, bah voilà, on peut conclure la table ronde, pas la peine de passer 1 heure. Laurent, l'industrie a compris, l'industrie a basculé, on est tranquille et les financements sont maintenant en bonne voie. Est-ce que c'est aussi rose que ça? Est-ce que c'est aussi positif que ça? Ben en fait, pas du tout. Merci d'avoir invité le CDP, de m'avoir invité à cette table ronde, parce que les chiffres démontrent, en fait, les volumes augmentent, mais les chiffres démontrent qu'on est très très loin de l'alignement sur un monde à 1,5 degré. Donc bien qu'il y a tous les jours des organismes financiers qui rejoignent des Net Zero Alliance, donc il y a la Banking Alliance, Asset Manager Alliance, Asset Owner Alliance et Insurance Alliance, avec des effets d'annonce qui sont extrêmement bons en termes marketing, mais qui, quand on creuse ce que ça veut dire que ces organisations doivent faire, eh bien ça devient beaucoup plus compliqué. Mais cela étant, l'annonce est faite et maintenant il faut faire le boulot. Nous, on a fait une étude au CDP juste avant la COP26 pour fixer un peu le décor et le contexte pour dire welcome aux personnes qui allaient rejoindre la COP. On a fait une étude sur 16 500 fonds représentant 27 trillions de dollars d'assets et on a utilisé nos températures parce qu'on est capable maintenant, dans le monde, il y a des méthodologies qui sont capables de déterminer la trajectoire de température des fonds en partant de la trajectoire de température des entreprises. Donc on agrège ça au niveau d'un fonds et on donne la trajectoire de température d'un fonds. On a fait cette analyse, c'est notamment basé sur aussi basé sur la méthodologie SBT, Science Based Target. Et l'analyse démontre que 0,5% des fonds, donc de ces 27 trillions, est aligné sur 1,5 degré quand on prend en compte seulement le scope 1 et le scope 2 des entreprises dans lesquelles ces fonds investissent. Quand on prend en compte le scope 3, on passe à 0,2%. Donc on est totalement à l'opposé de l'objectif recherché, puisque je vous rappelle que l'objectif recherché, c'est qu'il faut que la température moyenne à la surface de la Terre, d'ici 2050, entre 2050 et 2100, soit de 1,5 degré par rapport à la température de l'ère pré-industrielle. Et on est en 62% des fonds sont alignés plutôt sur 2,75 degrés. Absolument. Donc plus de 62% des fonds sont supérieurs à 2,75 degrés, donc pratiquement 2 fois ce qu'il faut faire en termes de température. Donc ça veut dire qu'on va faire cette analyse chaque année avant la COP pour voir si le graphique se déplace vers la droite ou vers la gauche. J'espère qu'il se déplacera vers la gauche pour démontrer où en est simplement l'industrie financière. Et donc il faut maintenant arrêter de parler et commencer à faire très très vite. Est-ce que tu peux rappeler pour les non-initiés ce que c'est que le CDP? Est-ce que vous faites comment vous arrivez à quelque chose? Le CDP, c'est la principale plateforme de reporting environnemental au monde, sur laquelle rapportent quelques 13 000 sociétés, des données environnementales qui partent du changement climatique en passant par la gestion de l'eau et la gestion des forêts. Donc on analyse sur toute la chaîne de valeur d'une entreprise comment l'entreprise agit sur les forêts, sur l'eau et sur le changement climatique. Et on met cette information à la disposition des investisseurs, puisque nous avons aujourd'hui à peu près 670 investisseurs signataires du CDP dans le monde. Carbon Disclosure Project. Et c'est pas que sur le carbone, c'est aussi les forêts et l'eau. Exactement. Très bien. Donc effectivement, ton message en introduction, c'est de dire arrêtez de faire des effets d'annonce et des alliances et essayons plutôt d'agir rapidement, puisqu'il y a urgence. Effectivement, si on est sur une trajectoire de 2,7 degrés à l'horizon 2050, ça veut dire que les conséquences sur la planète seront pas très réjouissantes. Dévastatrices. Et donc, vous pouvez faire ces effets d'annonce, mais maintenant, il faut se mettre au boulot, il faut transformer ces effets d'annonce en actes très concrets, et ça veut dire un changement stratégique majeur de la stratégie de développement de chacun des investisseurs qui rejoint ces alliances.
Alors on va voir justement comment agir concrètement, peut-être en commençant par Brune Ribado-Dumas. Vous êtes Head of Private Equity chez Kimpa et voir concrètement, je crois que le micro est allumé, vous n'avez plus qu'à parler et ça va fonctionner. Voir comment concrètement vous abordez ces sujets avec vos clients, gestion de fortune, family office, et comment vous passez de la théorie. Est-ce que vous arrivez à embarquer vos clients ou est-ce que ça reste du marketing et de la théorie et qu'au final, les investissements se portent sur du pétrole, de l'or, des actifs classiques? Comment vous faites? Alors nous, effectivement, au sein du Family Office Kimpa, notre mission, c'est de déployer les capitaux de nos clients vers des projets à fort impact, soit pour la planète, soit pour la société. Et pour ça, notre premier rôle, c'est de former nos clients, de former sur qu'est-ce que c'est que la finance à impact. On entend beaucoup parler de finance responsable, de finance durable, de finance à impact, et c'est souvent assez mélangé. Nous, ce qu'on leur dit, c'est voilà, il y a une différence très claire entre ces trois types de finances. Et la première chose qu'on leur explique, c'est vos investissements peuvent créer des dommages sur la planète ou sur la société. Mais il y a des moyens de les diriger vers des projets à impact. La première façon, c'est d'aller vers la finance responsable. La finance responsable, c'est celle qui va essayer de diriger les investissements vers des entreprises ou des fonds qui agissent pour limiter les dommages. Donc c'est typiquement les fonds, par exemple, qui vont avoir une approche d'exclusion sectorielle sur des secteurs qui ont des dommages sur la planète qui sont très nets, ou l'exclusion géographique pour éviter des investissements, par exemple, dans des pays qui ne respectent pas les droits de l'homme, par exemple. Donc ça, on est dans la finance responsable. Si on va un petit peu plus loin, on leur explique qu'il existe la finance durable. La finance durable, c'est pas celle seulement qui agit, mais c'est celle qui va bénéficier aux parties prenantes et du coup, qui va essayer de trouver, par exemple, le best in class pour un fonds qui va essayer d'aller, typiquement, chercher les entreprises qui ont le meilleur score ESG, donc les critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance. Donc on va aller chercher le meilleur dans son secteur. Nous, chez Kimpa, on va un petit peu plus loin. On fait de la finance à impact. La finance à impact, c'est celle qui dirige les capitaux, les investissements, vers des solutions, vers des entreprises qui contribuent justement à trouver des solutions aux enjeux environnementaux et sociaux qui existent. Et c'est 100% des investissements des capitaux qui sont déployés ou non? C'est quand vous dites on va vers l'impact. Alors nous, c'est une classe d'actifs qu'on associe à l'impact, c'est le private equity, qui est la classe d'actifs, une des classes d'actifs qu'on gère, mais tout le private equity, 100% du private equity qu'on va faire est dans l'impact. Dans l'impact. Comment vous arrivez à dialoguer avec vos clients? Donc ils ont bien compris responsable, durable, voilà. Impact. Comment vous arrivez à dialoguer avec des clients? Je crois que vous utilisez les ODD. Exactement. En fait, la première chose qu'on fait, c'est avec chacun de nos clients, on définit leur thèse d'investissement impact sur une grille de lecture qui devient assez commune maintenant pour l'impact. C'est les objectifs de développement durable. Vous avez peut-être déjà vu ces 17 petites vignettes de couleurs qu'on voit apparaître un peu partout. C'est l'ONU qui a développé en 2015 ces 17 objectifs pour la planète et pour la société, qui sont des objectifs pour 2030. Qui sont ambitieux mais qui sont atteignables et qui sont, par exemple, le premier, c'est la lutte contre la pauvreté, le deuxième, la lutte contre la faim dans le monde, après on va sur l'accès à la santé, l'égalité des genres, il y a 17 objectifs comme ça, c'est notre grille de lecture pour essayer, avec nos familles et les entrepreneurs qui souhaitent diriger leurs capitaux vers de l'impact, de cibler l'impact qu'ils veulent avoir. Après, évidemment, il y a toujours d'autres critères que les ODD, qui sont des critères plus financiers, parce qu'on sait maintenant qu'on peut avoir une performance financière et un impact très fort. Et donc, on va aussi avoir des critères dans sa thèse d'investissement, d'objectifs de rentabilité, de géographie, où est-ce qu'on souhaite avoir de l'impact. Donc, on mixe à la fois... Donc, les ODD, ça vous fait 17 leviers, prétextes, j'allais dire, de discussion avec vos clients. 17 thèmes d'investissement. Exactement, ça va nous amener sur des secteurs et des thèmes d'investissement. Pour flécher. Pour flécher, exactement. On peut aller sur tous les ODD, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus facile pour le portefeuille d'un de nos clients de cibler. En général, on en choisit entre 3 et 4. Après, tous les objectifs de développement durable sont très liés entre eux. La lutte contre la pauvreté, l'accès à la santé, l'éducation, tout ça est très lié. Donc en général, ça se regroupe, mais on leur fait choisir plusieurs objectifs de développement durable et ça va être la base de nos discussions pour trouver des entreprises innovantes. Une question pour des conseillers financiers qui nous regardent. OK, le KYC ESG qui sera mis en place à partir du mois d'août. Dans Cantalis, je vais prendre les 17 ODD, je vais poser des questions à mes clients. S'ils sont 17 fois intéressés par les 17 objectifs et qu'ils me disent « oui, je suis contre la faim dans le monde, oui, je suis contre le chômage, oui, je suis pour la paix, oui, etc. »
bon, une fois que j'ai 100% des objectifs, s'ils sont tous d'accord, comment je fais pour après flécher? Alors en général, vous allez avoir personne qui va vous dire moi je suis contre la fin de la pauvreté dans le monde, j'espère. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est d'aller un cran en dessous et d'aller sur les thèmes d'investissement qui existent dans chacun des objectifs de développement durable. Par exemple, le troisième ODD, l'accès à la santé. Le troisième ODD, on peut aller sur des sujets de biotechnologie, on peut aller sur des sujets d'accès aux soins pour les populations les plus exclues, on peut aller sur le sujet du fitness, on peut aller sur... Donc il y a une granularité. Exactement. Et est-ce que la profession ou l'engagement du client est aussi importante? C'est-à-dire si je suis PDG de Danone ou si je suis médecin ou je travaille pour Médecins du Monde, je vais dire oui, effectivement, l'accès à la santé, je souhaiterais avec Kimpa discuter et avoir des informations sur ces thèmes-là et m'engager sur ces thèmes-là. Est-ce que c'est un élément que vous intégrez? Bien sûr, nous on a deux types de clients. On a des clients qui veulent voir l'investissement à impact comme un vecteur de formation, donc ils vont aller sur des secteurs très différents de leur carrière professionnelle. Et on en a d'autres qui justement veulent faire profiter de leurs connaissances pour, par exemple, intégrer après leur investissement, intégrer le board d'une entreprise innovante dans un secteur qu'ils connaissent, et ils vont pouvoir apporter une valeur ajoutée qui est inestimable. D'accord. Donc on verra tout à l'heure des exemples concrets, parce que c'est ça aussi de pouvoir flécher vers des investissements concrets. J'ai passé la parole à Léonore Bedel, Global Head of Sustainable Investment. Alors on vient de voir l'exemple avec un family office. J'ai une famille, j'ai une personne, je passe 4 heures, 8 heures, 16 heures, 5 jours en lui expliquant les 17 ODD. Quand je m'appelle BNP Paribas et que j'ai 4000 conseillers financiers dans le monde et des millions de clients, j'ai peut-être pas forcément envie de passer autant de temps. Enfin, voilà, il y a une question de volume et d'efficacité. Comment vous faites au sein du réseau BNP Paribas Wealth Management pour traiter ces sujets-là? Quels sont vos outils et votre approche? Alors, effectivement, on ne peut pas avoir la même approche, même si j'adorerais qu'on puisse faire ça. Et d'ailleurs, on le fait avec les clients qui sont des clients qui pourraient tout à fait être les clients de Kimpa. Heureusement, on en a des comme ça aussi qui sont extrêmement engagés et avec lesquels on a ce type de discussion et on prend le temps. On aimerait pouvoir prendre le temps avec tous nos clients, mais bien entendu, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué quand on en a autant. Alors, le sujet pour nous, il n'est pas du tout nouveau. Ça fait 15 ans qu'on a une équipe d'investissement responsable qui s'occupe de regarder l'offre qui existe, qui s'occupe de réfléchir à ce qui est réellement responsable, durable, impact. Et je dois dire que les définitions ont pas mal changé au cours des 15 dernières années parce que le marché évolue énormément et donc nous, on évolue avec le marché. Mais c'est un sujet pour lequel on a besoin de clarification, on a besoin d'outils. Donc on a commencé par clarifier l'offre avant de clarifier l'attente des investisseurs. Mais c'est vrai que l'attente des investisseurs, elle est absolument clé. Donc, si je commence avec les outils, la première difficulté qu'on a rencontrée, je vais me placer à peu près début des années 2010, c'est d'arriver à démêler les vrais investissements responsables de ceux qui se disent responsables mais ne le sont pas complètement. Donc il fallait pouvoir, avec une certaine granularité, arriver à classifier les produits et surtout pouvoir les comparer quand ils viennent de plusieurs asset managers. Et parce que bien évidemment, chaque asset manager a sa propre façon de faire de l'ISR. Et donc il fallait pouvoir comparer de manière objective ce que chacun nous racontait. Il n'y a pas, alors évidemment, si une fois qu'on regarde, il y a des meilleures façons que d'autres de faire de l'ISR, mais il faut pouvoir les comparer de manière objective. Donc première tâche qu'on a eue nous, en tant que distributeurs qui sommes au service de nos clients, qui devons leur apporter des outils et de la lisibilité, c'était de se dire... quand la société de gestion A vient me raconter comment ils font de l'ISR et la société de gestion B vient me le faire aussi, est-ce qu'ils se valent, est-ce qu'ils ne se valent pas, est-il y en a un qui est mieux que l'autre, est-ce qu'il y en a un qui est éventuellement en train de me mettre beaucoup de peinture verte, et notre rôle c'est vraiment d'arriver à trouver quand il y a de la peinture verte, d'arriver à voir quand on est dans le domaine du durable, du responsable, de l'impact, et d'apporter cette information à nos clients. Donc ça c'était vraiment le premier... Donc la partie produit, solution, exactement. Catégorisation, il y a une quinzaine d'années, c'est pionnier. Exactement. Et vous avez cette Alors, méthode. On a commencé il y a 10-15 ans. Maintenant, c'est vrai qu'on a énormément évolué et on couvre maintenant l'ensemble des classes d'actifs avec ce type de catégorisation. Donc, c'est un objectif de lisibilité pour nos clients. Le deuxième, quand on regarde le besoin qu'ont nos clients, c'est de pouvoir se dire comment est-ce qu'on les forme, comment est-ce qu'on leur explique que ça existe, la finance responsable. Déjà, on en est encore là avec certains de nos clients, c'est de leur expliquer qu'on peut avoir un impact négatif, mais surtout positif avec son patrimoine. Et donc, comment est-ce qu'on peut l'utiliser à bon escient et ce temps
de réflexion que doit prendre le client pour se dire, mais au fond, qu'est-ce qui m'intéresse? Qu'est-ce que j'ai envie de faire avec mon patrimoine? Qu'est-ce que j'ai plus envie de faire avec mon patrimoine? Est extrêmement important. On ne peut pas le faire à leur place, il faut qu'eux prennent le temps, et on a eu la même approche qui est de dire, finalement, prenons un cadre universel qui est celui des ODD, ne serait-ce que de leur faire lire les 17 ODD une seule fois dans leur vie, ça commence à les faire réfléchir. Ils arrivent sur ce chemin de l'impact et ils se disent « Ah oui, finalement, effectivement, je suis plus sur le 12 ou sur le 6, ou sur peu importe, ou je suis plus environnemental ou plus social. » Ça passe par des outils. Ça passe par des outils, ça passe par une sorte de théorisation du cadre pour se dire « Ah bah oui, maintenant que je le lis, je me rends compte que je suis plus comme ci, plus comme ça. » Et ça, c'est très important qu'ils prennent ce temps, qu'ils commencent à réfléchir, et ensuite, ça permet d'engager la discussion avec le banquier privé. Comment s'appelle l'outil, la plateforme? Alors, cet outil qu'on a créé est une plateforme digitale qui s'appelle My Impact, qui est un questionnaire digital assez simple. C'est un questionnaire d'une vingtaine de questions maximum, avec une partie pédagogique à côté de chaque question, pour expliquer quand on demande de se positionner sur les ODD, expliquer ce que sont les ODD, expliquer chaque ODD, ce que ça veut dire pour un investisseur ou pour un philanthrope. Parce que nos clients, ils peuvent être investisseurs, ils peuvent être aussi philanthropes. Et donc My Impact, ça a pour objectif de leur fournir leur profil d'impacteur en tant qu'investisseur et ou philanthrope, selon qu'ils sont intéressés par l'un ou par l'autre. Et donc ensuite, peut s'engager une discussion avec le banquier privé. Avec la dimension aussi, j'allais dire financière, extra-financière, parce que l'extra-financier est éminemment financier, qu'ils puissent s'engager, c'est-à-dire qu'ils puissent voir des opportunités d'investissement, c'est aussi un peu pour les engager et qu'ils puissent adhérer quelque part. On est d'accord, c'est pas de la philanthropie, c'est pas du mécénat, c'est vraiment de l'investissement. Alors le départ de My Impact, c'est vraiment que le client se positionne sur son profil d'impact. Après, quand ils viennent nous voir, parfois ils mélangent les deux, ils mélangent les termes, ça, on a tous le même problème, mais ils viennent, ils pensent qu'ils veulent faire de la philanthropie, et quand on creuse avec eux, finalement c'est de l'investissement ou de l'impact investing qu'ils veulent faire. Où ils viennent et ils se rendent compte que ce sur quoi ils veulent avoir un impact n'est pas quelque chose qui a un business model financier. Et donc c'est plutôt de la philanthropie qu'il va falloir mettre en place pour avoir l'impact. Et le lien avec le concret, le projet, l'entreprise, c'est quelque chose aussi qui est attendu? C'est effectivement attendu. La preuve de l'impact, notamment. Qu'elle soit petite ou qu'elle soit grande, il leur faut une preuve. Il faut qu'ils aient la certitude que le choix qu'ils ont fait est un choix qui va dans la bonne direction. Ça, c'est extrêmement important. Donc, on a vraiment tout un cheminement dans le travail. Mais My Impact, j'y reviens un tout petit instant, c'est vraiment l'objectif est juste de les positionner eux-mêmes. La discussion sur les produits, elle vient après s'ils le souhaitent. Mais au départ, c'est leur réflexion à eux sur ce qui les intéresse. Très bien. Mais donc les outils sont clés pour arriver à répondre aux objectifs des investisseurs. Et des outils qui vont évoluer, puisqu'on voit que c'est un sujet qui va encore évoluer dans les prochains mois, les prochaines années. En effet. Cécile Blondeau-Dallé, à la CNP Assurance. Effectivement, autant on parle de transparence, on parle de financement et de projet, le lien avec l'investisseur est important, et je suis sûr qu'à la CNP, vous avez tous les outils possibles et imaginables pour recevoir l'ensemble des portefeuilles et faire une transparisation, j'allais dire ça comme ça, et agréger. Autant pour le B2B2C, le réseau, et le B2C, l'investisseur final, c'est des enjeux qui sont aussi complexes, donc qui ne sont pas évidents. Comment vous arrivez justement à traiter ces enjeux au sein d'un groupe comme CNP Assurance aujourd'hui ? Donc oui, c'est vrai que c'est bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette invitation et ce débat. Je pense que c'est au cœur de l'actualité et il y a beaucoup de travaux en cours justement pour qualifier ce qu'est l'impact. Effectivement, je pense que CNP Assurance a quand même... Vous m'entendez ? Oui. Il y avait un écho. Oui, est quand même reconnu pour les engagements qu'ils ont pu prendre au niveau de l'actif général, effectivement sur le fonds en euros et sur finalement des engagements qui ont été pris sur la réduction de l'empreinte carbone et les engagements en termes d'investissement vert. Là vraiment, on a des travaux et des réflexions sur l'élargissement de ces engagements sur l'offre en UC pour une plus large démocratisation finalement auprès des assurés in fine. Et je rejoins tout à fait ce qui a été dit sur finalement l'usage des ODD. Je pense que probablement ça devient sans être aujourd'hui un benchmark, mais une tendance qui semble se propager au sein de la profession. Et c'est vraiment l'enjeu finalement qu'on a
à récupérer ces informations et avoir une notion de simplification. Je pense que la difficulté aujourd'hui qu'on a quand on s'adresse à des assurés finaux et le grand public, alors c'est d'autant plus vrai sur du retail, et ça l'est aussi sur la clientèle haut de gamme, mais peut-être avec des conseils qui sont plus avisés, à arriver à finalement simplifier et rendre plus transparent et définir la notion d'impact. Donc la notion d'impact, ça tend à se généraliser avec en tout cas une définition qui est propre à l'intentionnalité, l'additionnalité et la mesurabilité. Et sur ces trois facteurs-là, on est quand même en recherche d'informations. Et c'est pour ça qu'on fait appel ça peut être à Cantalis ou à CDP ou des informations finalement de providers de données pour être en mesure de qualifier finalement et de simplifier ces éléments-là auprès de l'assuré in fine. Donc aujourd'hui, ça passe notamment par des thématiques qui sont propres finalement, qui peuvent s'apparenter à l'impact, notamment sur la partie environnement. C'est ce qui rencontre le plus grand succès aujourd'hui, puisque ça représente sur la partie fonds impact, donc là, c'est qu'on a identifié, classé en article 9, plus de 80% des actifs. Ça a un intérêt, ça peut s'expliquer à la fois par finalement la profondeur de marché. Il y a quand même beaucoup plus de supports qui sont finalement sur cette thématique-là, et évidemment avec un attrait et une sensibilisation du grand public sur cette théorie, sur cette thématique de l'environnement et du climat. Donc ça, c'est évidemment quelque chose qu'on essaie de développer. Probablement, on veut inclure aussi une dimension sur la biodiversité. C'est beaucoup plus difficile là à matérialiser, puisque là, du coup, Laurent pourra probablement éclairer ce point, mais puisqu'on va avoir une cohérence aussi entre ce qui est fait en termes d'engagement sur l'actif général en euros et ce qu'on peut proposer sous forme d'unité de compte. Et on veut aussi essayer de renforcer la dimension sociale et sociétale dans les trois sigles, donc ESG, donc environnement, social et gouvernance, pour finalement promouvoir cette partie-là qui reste aujourd'hui mineure finalement dans la commercialisation des supports, qui représentent à peu près 15% des fonctions thématiques, donc, et qui correspondent plutôt à la partie santé ou ville et aménagement urbain. Donc c'est vraiment les axes finalement qu'on entreprend, avec une nécessité de collecte de la donnée et de reporting associé avec les sociétés de gestion qui pourront produire ces éléments-là, pour vraiment rendre clair auprès des assurés finaux l'engagement qui est pris sur la notion d'impact. Pour aller un petit peu plus loin justement sur les enjeux ou les défis du réseau, on parle de distribution de produits. À la limite, j'allais dire, pour faire l'avocat du diable, vous prenez dans Cantalis SFDR 8.9, 6.8.9, vous prenez thématique climat, et puis ça y est, vous arrivez quand même à avoir une bonne idée de la catégorie et de l'impact de ces fonds. J'ai l'impression que c'est pas aussi simple que ça va évoluer. Vient se télescoper toute une série de réglementations, en tout cas d'évolution. J'ai noté DDA, j'ai noté MiFID 2, j'ai noté PAI, j'ai noté taxonomie, voilà. Donc, ce qui se paraît un peu simple aujourd'hui, j'ai l'impression que ça va se complexifier demain. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment simple aujourd'hui. Je pense, c'est ce que je voulais mentionner quand je disais qu'on manquait d'éléments. Aujourd'hui, ce qui est public, c'est effectivement, en tout cas, qui est accessible auprès des assurés via les informations précontractuelles qui sont publiées au niveau du fonds et de l'actif général, c'est la classification SFDR. Donc pour un rapide rappel, c'est effectivement 6, c'est 100 critères ESG, 8 globalement les actifs labellisés ISR, on peut simplifier, et 9 qu'on peut appeler effectivement les fonds à impact. Donc ça, c'est effectivement l'information qui est publique, qui est du ressort des sociétés de gestion et qui sont indispensables finalement lors de la commercialisation de ces supports-là. Ça, c'est le premier niveau des textes SFDR qui ont été rendus publics et obligatoires depuis mars 2021. On vient d'avoir un report finalement sur les RTS, donc sur la seconde phase finalement de SFDR,
derrière qui allait renforcer finalement les exigences en termes d'information et notamment au regard des PAI, donc qui seraient des indicateurs que communiqueraient les sociétés de gestion sur les fonds qui seraient commercialisés et qui permettraient justement, dans le cadre des tests d'adéquation lors de la mise en œuvre de DDA sur les durabilités, c'est ce qui était mentionné tout à l'heure, où on va finalement au-delà des critères finalement d'adéquation aux besoins de rentabilité et de risque des assurés, ajouter des critères de durabilité. Et pour ajouter ces critères de durabilité, il faut pouvoir avoir des éléments finalement un peu objectifs qui s'appuient sur peut-être la classification, certes, mais peut-être pas seulement la classification. Ça peut être un alignement avec la taxonomie, ça peut être avec des critères finalement de proportion d'actifs dans les classifications des fonds, sur des thématiques associées au DD, etc. Et ça, c'est effectivement reporté. Donc la difficulté qu'on va avoir, c'est ce décalage finalement entre la mise en application de DDA en août 2022 sans avoir tous les éléments finalement objectifs de données et de reporting sur lesquels on peut s'appuyer pour communiquer les éléments de façon claire et transparente aux assurés. Ce qu'il faut juste avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, même la labellisation, qui était un élément finalement jusqu'à présent, jusqu'à la mise en application de SFDR, largement utilisé par la profession, c'est des éléments qui sont pas forcément aujourd'hui très compréhensibles pour le retail notamment. Donc il y a un vrai besoin, je pense qu'il y a un vrai intérêt de la part des assurés in fine pour être beaucoup plus impliqués, mais on voit bien que on manque d'éléments concrets pour expliquer et simplifier finalement tout le dispositif lié à la durabilité des supports. C'est un vrai défi, rendre simple ce qui est compliqué. Exactement. Et là, je pense que c'est toute la profession. Si on veut accélérer, je pense que Laurent le mentionnait en introduction, on avait un vrai sujet finalement d'accélération des travaux qui sont demandés pour finalement respecter l'alignement notamment climatique, mais pas que. C'est aussi valable sur la partie sociale. Je pense que effectivement, ça passe par une pédagogie de l'ensemble de la profession. Et je pense que le protocole qui a été mentionné, le site My Impact, s'inscrit finalement dans cette pédagogie-là de culture finalement extra-financière liée sur la durabilité qui doit être déclinée sur toute la chaîne. C'est ça. Et c'est vraiment un sujet sur lequel on va s'atteler, à rendre finalement quelque chose de beaucoup plus pédagogique pour finalement l'ensemble des assurés. Et l'ensemble des intervenants, que ce soit B2B, B2B2C et B2C, chacun son niveau d'information. Je me tourne vers Beryl Bouvier-Dinota. On aurait fait cette table ronde il y a 10 ans. On aurait dit, alors, qu'est-ce que l'ISR? Est-ce que c'est performant? Est-ce qu'il n'y a pas des risques? Là, on a plein d'investisseurs qui sont tous demandeurs. Donc, c'est la bonne nouvelle. Et donc, Beryl boit du petit lait parce qu'elle dit, c'est bien. Tout le monde se tourne vers moi. Et maintenant, on va regarder du côté des entreprises et de la gestion de portefeuille comment les entreprises peuvent justement offrir ces opportunités, en tout cas répondre à ces demandes, puisque c'est les mêmes, j'allais dire, c'est les deux côtés d'une même pièce en fait. On a des investisseurs d'un côté qui cherchent à verdir leurs investissements, qui cherchent à être plus responsables, durables et engagés. Alors comment on fait? Qu'est-ce que la gestion impact chez OFI et comment on fait pour construire des portefeuilles fléchés vers les bonnes opportunités? Alors, c'est vrai que l'impact investing, la gestion impact, c'est quand même un moyen, un véhicule d'investissement, je dirais, le plus abouti pour pouvoir prouver la matérialité et l'engagement dans la durabilité des capitaux. Pourquoi? Parce que c'est une approche assez exigeante et si on s'inspire de ce qui a été fait dans le private equity, moi je ne gère que des fonds d'impact sur des actions européennes cotées. Donc il a fallu transposer cette approche assez rigoureuse du private equity autour de l'intentionnalité, de l'additionnalité et de la mesurabilité dans le monde du coté. En gros, si j'investis dans une société, est-ce que je suis capable de qualifier le niveau d'intentionnalité de l'entreprise? Là, vous n'avez pas de métrique, il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas de label, il n'y a rien du tout. Donc en fait, ça va dépendre de l'intentionnalité de l'investisseur, en l'occurrence l'asset manager. Quel est le degré, je dirais, d'exigence que vous avez à sélectionner une entreprise au regard de sa responsabilité
Ça, c'est une chose au niveau de l'intégration des critères ESG, mais on va aller plus loin au niveau de son engagement. Alors, c'est vrai que sur une trajectoire climat, on va aussi regarder, dans le domaine climatique, on va regarder justement la trajectoire climat des sociétés. Est-ce qu'elles s'alignent dans un niveau 1,5 degré, 2 degrés, ce genre de choses. Mais plus généralement, on va regarder si elle a vocation, en rapport avec son modèle économique, à répondre à des enjeux de développement durable. En gros, une société pharmaceutique, est-ce qu'elle fait uniquement des médicaments pour soigner ? Dans ce cas-là, est-ce que vous trouvez que c'est un peu plus impactant ? Oui, c'est impactant. Toute action a un impact, mais est-ce qu'on est vraiment dans l'intentionnalité de répondre, dans le cadre des ODD, à favoriser l'accès à la santé à un plus grand nombre ? Toutes ne le font pas. Donc il va falloir qualifier cet engagement supplémentaire de chaque société sur justement une trajectoire de durabilité. Et là, l'impact investing, c'est quelque part la réponse, je dirais aujourd'hui, la plus propre à ce niveau-là des engagements des entreprises. Mais alors, si tout le monde, tous les capitaux, alors suivons Laurent Babiquian, tout le monde souhaite investir dans des entreprises alignées. Sauf que si tous les capitaux s'investissent dans des entreprises alignées, on va avoir une bulle, on va avoir donc c'est un peu compliqué. Et puis de l'autre côté, on a des entreprises qui sont en transition, donc il va falloir accompagner. Comment vous gérez cette schizophrénie sur j'ai des vieilles entreprises mais qu'il faut accompagner et qui sont en transition, ou j'ai des nouvelles sociétés qui sont sur des niches et qui vont pouvoir offrir des solutions positives. Comment vous gérez ça dans vos portefeuilles ? En fait, il y a urgence. Enfin, ça a été dit au départ par Laurent, c'est qu'il y a une urgence. Il faut qu'on réponde. Il faut qu'on lutte tous contre le changement climatique. Donc, ça va passer par l'économie qui est carbonée ou les secteurs carbonés, par une réduction de l'empreinte environnementale. Il faut couper ces émissions de CO2. Il faut préserver les ressources naturelles parce qu'on parle que des émissions de CO2, mais un vecteur de durabilité essentiel pour préserver notre planète, c'est quand même de développer l'économie circulaire. Et là, vous avez des acteurs traditionnels, c'est-à-dire qu'un collecteur de déchets peut ne faire que collecter ou valoriser ces déchets, recréer de la matière primaire pour éviter de la prélever sur les ressources naturelles. Donc vous avez tout un tas de l'économie qui effectivement est en transition et qui doit plutôt améliorer ses pratiques ESG, c'est-à-dire réduire ses émissions de CO2, réduire ses rejets toxiques, réduire la consommation d'eau. Et puis vous avez aussi les apporteurs de solutions, parce que comme vous l'avez dit très justement, à un moment donné, alors effectivement l'enjeu c'est de développer les renouvelables. En fin d'année dernière, on a vu, il y a eu une bulle sur tous les actifs liés aux renouvelables, ça s'est dégonflé en début d'année, mais il n'empêche que la trajectoire ne pourra pas se faire sans le développement des renouvelables. Par contre, ce qu'on peut introduire, c'est effectivement tout un pan d'acteurs qui vont permettre de réduire ces émissions de CO2. La capture carbone, ça fait partie des éléments pour les secteurs pétroliers. Donc il y a toute une kyrielle d'opportunités de secteurs qu'il va falloir financer. C'est encore le... Exactement. Alors vous avez des acteurs de niche, des apporteurs de solutions qui viennent là justement substituer des produits d'énergie d'origine fossile vers des produits plus biosourcés. Je voulais vous rajouter. Oui, sur la transition énergétique, il y a aussi toute l'efficacité énergétique. Donc j'ai parlé de l'économie circulaire sur les ressources naturelles, mais aujourd'hui, les transports consomment, émettent, les bâtiments émettent, donc il y a beaucoup de choses à faire. Et le plan européen l'a montré, il faut améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments. Des bâtiments, bien sûr. Alors là, ça me fait une parfaite transition pour parler de Veolia, Suez, etc., le champion européen, et de passer la parole à Laurent, justement pour... on va parler plus d'exemples d'investissement ensuite, mais peut-être que tu nous rappelles, en tant que CDP, si les entreprises européennes jouent le jeu, sont plus vertueuses, sont plus en pointe. Est-ce que dans le constat un petit peu noir que tu faisais tout à l'heure, il y a une lueur d'espoir qui vient d'Europe? Alors, je voulais dire que donc il y a un constat négatif. Cela étant, à la décharge des investisseurs, nous estimons chez CDP, on a fait ce travail avec Oliver Wyman, qu'en Europe, une entreprise sur 10 cotées est alignée sur 1,5 degré. Donc il y a tout l'argent du monde qui dit qu'il veut être 1,5, mais en fait, il n'y a qu'une entreprise sur 10 qui permet de faire le job.
Donc, comme tu disais tout à l'heure, si tout le monde ces entreprises-là n'auront aucun problème pour avoir du financement et probablement vont avoir un coût du capital qui sera relativement inférieur aux autres entreprises. Pour donner quelques chiffres sur la valorisation la plus fine aujourd'hui des émissions de Scope 3, hein, c'est bien là le problème, hein, c'est de Scope 3, donc pour faire très vite, les émissions des entreprises sont rapportées de 3 manières. Les émissions de Scope 1, ce sont les émissions qui sont liées à la production d'entreprise. Les émissions de Scope 2, ce sont les émissions qui sont liées à l'énergie dont a besoin l'entreprise pour produire. Et les émissions de Scope 3, ce sont les émissions qui sont liées à toute la chaîne de valeur de l'entreprise, c'est-à-dire les fournisseurs qui travaillent avec L'Oréal, ça fait partie du Scope 3 de L'Oréal, les émissions des fournisseurs pour travailler avec L'Oréal. Et après, ça va jusque à l'utilisation du produit vendu. Par exemple, Total Energy, quand il vend un baril de pétrole, le Scope 3 de Total est le plus important de tous les scopes, puisque c'est un scope qui reflète le fait de brûler ce baril une fois qu'il sera vendu sur le marché. Donc, il faut vraiment maintenant se concentrer sur le Scope 3. Hein. Le Scope 3, c'est à peu près 90% de l'ensemble des émissions d'une entreprise. Or, aujourd'hui, le travail qui est fait sur le marché est basé sur les émissions de Scope 1 et de Scope 2 des entreprises. Donc, quand un investisseur fait un carbon footprint d'un portefeuille, il utilise en général que le Scope 1 et le Scope 2 de l'entreprise. C'est une erreur. Alors, une erreur parce qu'on n'a pas beaucoup encore de données très puissantes sur le Scope 3, mais ça se développe très vite. Donc maintenant, il faut vraiment que les carbon footprint des investisseurs prennent systématiquement en compte le Scope 3. Et s'il n'existe pas ce Scope 3, on peut le modéliser, puisqu'il représente 90% de l'intégralité des scopes. Donc, un bon moyen d'évaluer le Scope 3, c'est ce qu'on appelle les Science-Based Targets. Ça s'appelle l'initiative SBT. Et j'ai donc les chiffres à aujourd'hui. Donc c'est une initiative qui approuve les objectifs de réduction d'émissions de Scope 1, Scope 2 et Scope 3 des entreprises dans le monde. Aujourd'hui, en société approuvée sur une température de 1,5 degré, nous avons 405 sociétés en Europe, 144 aux États-Unis et au Canada et 107 en Asie. Donc l'Europe est en avance sur cet objectif, si vous voulez. Et ensuite, le CDP a sorti ses notes la semaine dernière, puisqu'on note les entreprises, une fois que les entreprises répondent au CDP, on note les entreprises pour mesurer la performance environnementale des entreprises. Si je prends que le changement climatique, 92 leaders sont européens, 33 aux États-Unis, et 71 en Asie. Donc l'Europe montre aussi une certaine avance au niveau international, mais ça ne suffit pas. Hein, il faut avoir des milliers de sociétés qui soient approuvées SBT 1,5 degré pour que les investisseurs puissent choisir les entreprises à qui ils vont prêter ou chez qui ils vont investir. Il faut avoir un terrain de jeu beaucoup plus large. Donc c'est pour ça que nous poussons les investisseurs à demander aux entreprises de rejoindre l'initiative SBT. Puisque c'est une évaluation scientifique du Scope 3, et ça permettra ensuite, ça sert leur cause, puisque plus ils ont d'entreprises qui seront labellisées, plus facile sera leur job de choisir des entreprises alignées sur 1,5 degré. Alors, donc, Laurent, peut-être aussi préciser les enjeux en termes de souveraineté, puisque si on parle de financer des entreprises, cotées ou non cotées, et donc des flux de capitaux, et donc capter des flux de capitaux pour permettre à ces entreprises de se financer avec des coûts de financement plus faibles, il y a donc un enjeu de souveraineté, un enjeu stratégique. Quelles entreprises en Europe, aux États-Unis, en Asie, en Chine? Donc on voit que derrière ce débat très vertueux se cachent quand même des enjeux stratégiques. Est-ce que tu peux nous rappeler l'ISSB et les FRAG qui se battent sur ces enjeux-là? Absolument. Bon, vous savez que tout est data aujourd'hui. Donc la donnée extra-financière est une sous-catégorie de la donnée industrielle. Et aujourd'hui, il y a clairement une guerre de leadership pour savoir qui va gagner la guerre du standard de reporting ESG entre l'Europe et donc une organisation qui s'appelle l'EFRAG, qui dépend de la Commission européenne, et je dirais le monde anglo-saxon, essentiellement Angleterre et États-Unis, qui ont développé quelque chose qui s'appelle l'ISSB, qui est un département de l'IFRS. L'IFRS qui il y a des dizaines d'années, pris le leadership sur la donnée financière. Et maintenant, l'Europe est nettement en avance sur ces sujets. On vient de le montrer par le nombre d'entreprises, mais aussi tout le travail qui est fait au niveau réglementaire. Mais les Américains
ont une approche business et comme vous le savez, ont racheté plein de savoir-faire européens en ESG pour pouvoir les intégrer chez Moody's, S&P, MSCI et autres. Et là maintenant, il faut tout ce qu'on dit, il faut que maintenant il y ait un standard de reporting des KPIs et des données ESG. L'EFRAG est beaucoup plus en avance que l'ISSB sur son travail, puisqu'ils ont déjà, promulgué des rapports et la version finale, je crois, qui est prévue pour le mois de juin 2022. Et donc, il y a clairement maintenant une guerre d'influence. Et donc, l'objectif, c'est que tout le monde aille vers l'ambition la plus forte. C'est ça. Or, la grande différence entre les deux, c'est que l'Europe a une approche de ce qu'on appelle la double matérialité, c'est-à-dire je suis une entreprise, j'ai un impact sur la biodiversité ou sur l'extérieur à travers mes émissions, mais aussi l'extérieur a un impact sur ma manière de produire, donc sur mes résultats, en fonction de là où je produis et de différentes manières d'approcher de l'impact environnemental. C'est la double matérialité. Et aux États-Unis, donc c'est la simple matérialité. Cherche à promouvoir quelque chose qui s'appelle la single materiality. Et en fait, l'objectif étant, c'est uniquement l'intérieur qui a un impact sur ma manière de produire, et moi, je n'ai pas d'impact sur l'extérieur, ou en tout cas, je ne vais pas le mesurer. Parce que les Américains veulent développer la notion d'enterprise value et garder le leadership, puisqu'on sait que la bourse américaine, toutes les entreprises cotées aux États-Unis représentent 40% de l'ensemble des entreprises cotées dans le monde en termes de market cap. Et ils veulent garder cette notion d'enterprise value, ce leadership. Et on voit qu'il y a maintenant la Chine aussi qui travaille sur une taxonomie. Donc, et on sait maintenant un sujet à suivre. La donnée juste la donnée extra-financière, et dans 10 ans, sera, à mon sens, beaucoup plus importante que la donnée financière quand on procédera à l'évaluation d'une entreprise, puisqu'on procédera à l'évaluation d'une entreprise en prenant en compte l'impact, et donc on pourrait parler de return on impact, si on a le temps, ce serait bien qu'on en parle. Donc, voilà. Un sujet passionnant de souveraineté, et je vous renvoie à l'article qui est paru dans Bloomberg qui jette un pavé dans la mare pour MSCI. Le titre, c'est Absolument. The ESG Mirage. Donc excellent article. Exactement, le nom veut tout dire. Alors, on avance justement parce que c'est des sujets qui sont passionnants, mais parfois un peu complexes. On va revenir avec Kimpa et avec Brune sur des exemples. On revient sur... Alors l'investisseur est convaincu, ça y est, il veut absolument flécher ses investissements vers des opportunités d'impact. Qu'est-ce que vous lui proposez? Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples concrets? Oui, bien sûr. Alors nous, cette année, on a réalisé une dizaine d'investissements en private equity impact. Je peux vous donner 2 exemples. Plusieurs de nos clients sont très intéressés par l'objectif de développement durable 2, qui est zéro fin. Si on regarde cet ODD, en fait, il y a beaucoup de sous-secteurs d'investissement possibles, notamment un qui est le gaspillage alimentaire. Le gaspillage alimentaire, on sait que c'est un fléau mondial. Il y a un tiers de ce qu'on produit comme nourriture qui est soit jeté, soit gâché. Un tiers. Donc c'est quand même une cause très importante, et il existe énormément d'innovations pour essayer de lutter contre ça. On a investi, nous, cette année, pour nos clients, dans une entreprise que vous connaissez peut-être qui s'appelle Too Good To Go, qui est une application pour le consommateur qui permet à moindre prix de récupérer des plats soit dans des restaurants, soit de la nourriture dans les supermarchés qui, le soir, va être jetée à la poubelle. Donc ça permet clairement la mesure de l'impact, elle est très claire de cet investissement, parce que Too Good To Go communique et fait un reporting sur leur impact. Too Good To Go sauve chaque seconde 2 repas qui vont être jetés à la poubelle. Donc l'impact, le critère utilisé pour mesurer l'impact, il est très clair. On a aussi pu prouver la rentabilité financière de leur investissement, parce que c'est un investissement qu'on a réalisé dans une première levée de fonds qu'ils ont faite au début de l'année, à une certaine valorisation. Ils en ont fait une nouvelle récemment sur une valorisation beaucoup plus élevée. Donc en fait, on réussit à travers ce type d'investissement à montrer à la fois l'impact de repas sauvés par seconde grâce à Too Good To Go et la rentabilité financière qui peut être associée. Un deuxième exemple qui est lié à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'économie circulaire, l'ODD numéro 12, la consommation et la production responsable. On a investi dans une entreprise allemande, une start-up allemande qui s'appelle Batteries et qui donne une seconde vie aux batteries des véhicules électriques. En fait, les véhicules électriques, on le sait aujourd'hui, ça va prendre de plus en plus de place dans le parc automobile mondial. Sauf qu'il va y avoir un fléau qui va arriver très, très rapidement, c'est qu'est-ce qu'on fait des batteries une fois qu'elles peuvent plus être utilisées
pour les véhicules électriques. Mais en fait, elles peuvent plus être utilisées pour ces véhicules, mais elles peuvent être utilisées pour d'autres choses. On sait que recycler une batterie de véhicule électrique, c'est très très compliqué. Et en fait, plutôt que faire du recyclage, on fait ce qu'on appelle de l'upcycling, c'est-à-dire au lieu de revenir à zéro, on leur donne une seconde vie. Et Batteries, ce qu'elle fait, c'est qu'elle donne une seconde vie aux batteries des véhicules électriques en créant des modules de stockage d'électricité qui est utilisé dans des pays, comme par exemple des pays sur le continent africain, des pays qui n'ont pas un accès à l'électricité comme nous on peut avoir, en leur donnant un accès à une électricité verte et qui leur permet d'éviter d'utiliser des groupes électrogènes, par exemple, qui sont très polluants. Donc c'est plus optimal pour la voiture, mais c'est pour toujours très très utile exactement. Pour stocker. Et en fait, initialement, c'était sur l'objectif de développement durable de la consommation responsable, la production responsable. Mais en fait, avoir l'électricité dans ces pays-là, on voit qu'il y a un impact très fort sur l'éducation, parce que le soir, ça permet de lire, à la fois sur la nourriture et la santé, parce que ça permet d'avoir des frigos dans lesquels on va pouvoir stocker de la nourriture fraîche, dans lesquels on va pouvoir stocker des vaccins. Ça permet d'améliorer la sécurité, parce que d'avoir de la lumière dans ces villes ou dans ces villages, ça permet de limiter. Et en plus, c'est performant. Et en plus, ça performe. Et en plus, ça performe. Donc, c'est pour ça qu'on voit tout est connecté, en fait, dans ces objectifs de développement durable. Et il y a des exemples très concrets de start-up innovantes qui utilisent de la technologie pour apporter un impact financier, un impact sociétal, mais également avoir une rentabilité financière. Très bien. Et Léonore, on poursuit dans justement la perception par les clients, les investisseurs qui veulent justement orienter leurs capitaux vers ce type de solution. Peut-être faire un rappel en introduction, avant de parler des enjeux, des data, des solutions financières que vous pouvez proposer. Peut-être faire un rappel un peu sur le panorama international, parce que le français c'est pas l'italien c'est pas l'américain, donc c'est perceptions différentes pays par pays. Effectivement, il faut qu'on compose avec ces perceptions différentes. On est un groupe, une banque privée présente dans 21 pays et nos 21 pays ne se ressemblent pas. Il y en a certains avec un réseau domestique extrêmement fort et d'autres qui n'ont pas de réseau domestique. Donc on est vraiment sur des typologies déjà d'accès aux clients qui est différente et on a surtout des clients extrêmement différents. On a une maturité locale qui fait que si on prend les trois continents principaux, à savoir l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Nord, l'intérêt il a commencé en Europe. On va partir du nord vers le sud. Chez nous, typiquement, ça a commencé aux Pays-Bas, mais surtout en Belgique. La Belgique est le pays qui, chez nous, est le plus avancé et où, dès 2017, on a pu dire que l'ISR était par défaut. C'est-à-dire qu'un client qui vient, qui pousse la porte de la banque privée Fortis en Belgique, on va lui proposer de l'investissement responsable, sauf s'il nous le dit expressément qu'il n'en veut pas. Donc ça, c'est vrai que c'est un pas extrêmement important. On n'est pas du tout prêt dans les autres pays au même niveau qu'en Belgique. Alors c'est aussi une question de disponibilité de l'offre et de gamme disponible, ça c'est évident. Mais donc la Belgique est le plus avancé, on a la France qui vient juste après, les autres pays européens qui petit à petit vraiment se mettent à niveau, on a l'Italie, l'Espagne qui vraiment prennent de l'ampleur aussi, mais qui ont commencé bien plus tard. Et alors l'Asie qui traditionnellement était nulle part, je vais être clair. C'est moins sensible. Vraiment moins sensible, oui, on peut dire ça. A commencé chez nous à peu près en 2017 et depuis 2017 est en train d'accélérer, de sauter les étapes et on voit des clients extrêmement intéressés, extrêmement demandeurs en impact investing et qui viennent nous challenger. Et c'est extrêmement intéressant parce qu'on est dans une relation avec les clients en Asie notamment, mais pas que, où les clients attendent de nous qu'on progresse, qu'on s'améliore, comptent sur nous pour le faire et on est dans vraiment une relation de partenariat où ils nous demandent de rendre des comptes et cette histoire de transparence, de preuves est extrêmement importante. Donc ça c'est l'Asie et on a les États-Unis qui sont un peu à part parce qu'ils ont des produits qui sont à part du reste du monde qui vraiment s'intéressent de plus en plus au sujet, mais on est encore sur un mélange entre la philanthropie, l'impact investing, l'investissement responsable. Et il y a cette approche dont Laurent parlait tout à l'heure, qui est de voir l'investissement responsable de manière différente, avec des yeux différents de ceux de l'Europe. Alors même si aujourd'hui, quand on voit des asset managers américains, ils se rendent bien compte que l'Europe est en avance, et donc ils se rendent bien compte aussi que leur façon de faire de l'investissement responsable n'est pas acceptée et acceptable partout. Donc ils ont besoin de monter d'un cran. Pendant la COP26, c'était un sujet, d'ailleurs, on n'a pas beaucoup parlé des pays émergents.
en disant comment les amener en transition, comment les aider, l'impact de la Chine, et les capacités de la Chine à offrir des solutions. Je pense qu'on ne peut pas raisonner photovoltaïque sans intégrer des pays comme la Chine. Enfin, donc c'est quand même des éléments qui sont importants. C'est des zones que l'on doit intégrer quand on est BNP Paribas et qu'on a affaire à l'ensemble de ces pays. Bien évidemment, mais heureusement les produits d'investissement qu'on propose et qui vont couvrir, qui vont investir dans des entreprises globales, il y a des produits globaux, il y a des produits régionaux, il y a de tout, on va pouvoir proposer tout un panel différent de solutions financières. Heureusement, on va au-delà de juste la catégorie des fonds et des ETF, on va aussi dans la catégorie des produits structurés. On a lancé, en tout cas ce que moi je considère être le premier produit structuré à impact en 2014. Avant, les produits structurés, pour moi, étaient absents de cette classe d'actifs. Et c'était un produit structuré qui investissait dans un green bond de la Banque mondiale avec la performance qui était indexée sur un indice ISR. Donc voilà, c'était une composition financière qui n'existait pas. Un peu innovante. Qui a permis, voilà, et l'essentiel, c'est vraiment de se dire, le private equity, évidemment, c'est le summum, c'est là où on arrive à toucher du doigt l'impact, où on voit ce qu'on fait, on arrive à mesurer de manière très précise. On peut rencontrer aussi l'entrepreneur, donc c'est toujours pour un investisseur extrêmement intéressant, mais il faut se poser la question de la diversification de son portefeuille dans toutes les classes d'actifs, parce qu'on ne peut pas être investi en tant que particulier uniquement dans du private equity. Oui, c'est important de rappeler que ça touche toutes les classes d'actifs. Toutes les classes d'actifs. L'immobilier, on parlait de l'isolation. Il faut se poser ces questions dans toutes les classes d'actifs et essayer d'optimiser l'impact qu'on peut avoir positif, de minimiser l'impact négatif et que ce soit du plus liquide au moins liquide. C'est ça. Et puis surtout que c'est comme l'agriculture bio. Je pense que si l'investisseur se dit, ou le consommateur, tiens, je vais manger bio, il va pas se dire, wow, alors pour une petite partie de ma consommation, je mangerai des pesticides, c'est pas grave. C'est tout ou rien. Donc là, c'est pareil. C'est-à-dire que l'investisseur se dit, je vais aussi faire attention sur l'immobilier, sur l'impact de mes immeubles. Et sur le private equity et sur d'autres. Mais c'est un chemin, et ça j'insiste, c'est-à-dire que la plupart des clients, ils vont commencer petits. Ils vont commencer avec un fonds, avec un deuxième fonds, ils voient que c'est tout aussi performant, ils voient que ça a de l'impact, c'est intéressant, et ils vont commencer à progresser. Et ils vont regarder les classes d'actifs les unes après les autres. Il y en a d'autres qui arrivent et qui disent direct, je veux 100%, trouvez-moi des solutions partout, je veux tout switcher. Et donc ça, c'est la difficulté et en même temps la beauté du sujet, c'est qu'il faut qu'on s'adapte à chacun de nos clients. Et je reviendrai sur la notion d'impact investing, même si nous, on a des définitions, l'impact n'est pas le même selon à qui on parle. C'est-à-dire que pour certains, l'impact non financier est plus important que l'impact financier. Pour d'autres, il va être au même niveau. Pour d'autres encore, il est absolument impensable d'avoir un return qui est inférieur à ce qui est attendu normalement. Donc c'est vraiment une question très personnelle. Très bien. Cécile Blondeau-Dallé, sur justement cette approche des investisseurs et des conseillers sur l'ensemble des classes d'actifs, donnez peut-être aussi des exemples de ce que vous avez fait à la CNP. J'avais noté private equity, immobilier, infrastructure et aussi des autres thématiques, parce que c'est pas que le climat, ça peut toucher aussi des dimensions plus sociales. C'est vrai qu'on a travaillé, ça a été mentionné, surtout sur le non-coté. On a commencé effectivement avec Tikeo à travailler sur le fonds T2, donc de transition énergétique, et finalement qui est aussi labellisé relance. Donc là, on allie finalement deux concepts qui sont l'impact et la relance. Alors sur des structures qui sont là plutôt réservées, de par la réglementation, à une activité, à une clientèle très patrimoniale, puisque finalement le véhicule aujourd'hui sur un support finalement pur private equity qui correspond à un seul support d'investissement qui est classiquement réservé à la clientèle institutionnelle, finalement ne permet pas d'avoir des accès de façon retail avec des minimums de souscription faibles. Mais ça, c'est un premier élément finalement sur lequel on a travaillé et qui évidemment allie, je pense, l'intérêt de la performance financière et de l'impact en termes de durabilité sur la transition énergétique avec tous les engagements
engagements et les objectifs finalement qui ont été mentionnés dans le plan de relance post-Covid. Donc ça, c'est finalement le double intérêt. Nous, ce qu'on veut valoriser aussi à travers ça, c'est l'intérêt qu'on peut avoir à la fois sur des performances financières attendues, avec un risque qui est évidemment présent puisqu'on travaille sur du private equity, mais avec des enjeux aussi de durabilité et qui sont palpables via une thématique qui est évidente aujourd'hui d'actualité, c'est la transition énergétique. Donc ça, c'est le fonds relance et climat. Donc avec une capitalisation de 30 millions d'euros. On a travaillé aussi du coup sur une SCP avec la Française, sur des actifs finalement bureaux, qui est un support qui est commercialisé au niveau du retail et de la clientèle patrimoniale, sur des actifs finalement en bureau, mais qui sont labellisés HQE, donc haute qualité environnementale, et qui permettent aussi finalement d'avoir une classification article 9. Donc, et qui permettent finalement de gérer, finalement, on l'a dit, d'efficacité énergétique, notamment sur la partie bâtiment, de préservation aussi de l'environnement et d'impact sur la biodiversité. Donc ça, c'est des sujets et qui sont aussi importants puisque à terme, compte tenu de la réglementation aussi sur l'immobilier, préserve finalement la rentabilité future de ce type de support. Donc c'est vraiment le sujet nous sur lequel on est attentif. Sur l'impact pour nous, c'est effectivement plus lié à la fois des performances durables, bien sûr, mais à des performances finalement financières. On le différencie des fonds de partage qui sont finalement plus des contributions à des associations sur une thématique particulière, l'un n'empêchant pas l'autre, bien sûr, et c'est des sujets auxquels on réfléchit aussi. Et là, plus récemment, on est en train de travailler sur des fonds, du coup, toujours en non-coté en infrastructure, parce que ça a le mérite finalement dans un contexte aussi aujourd'hui de taux bas, d'allier finalement les critères de durabilité et de diversification avec des revenus qui sont finalement liés à l'infrastructure, récurrents et indépendants des critères de marché. Et donc là-dessus, on travaille finalement sur un projet d'infrastructure qui associe les thématiques de santé, de transition énergétique et de mobilité. Donc aussi en lien avec les ODD et sur des reportings avec lesquels on travaille sur la société de gestion sur ces sujets-là. Donc plutôt aujourd'hui une contribution en tout cas directe de CNP via le non-coté et des travaux qu'on doit engager avec les sociétés de gestion sur les actifs cotés. Oui, et puis je crois que profiter de l'occasion pour rappeler qu'à partir du 1er janvier 2022, les contrats d'assurance devront référencer des fonds solidaires aussi. Donc on avait des unités de compte vertes durables, mais les fonds solidaires aussi vont être mis à l'honneur au sein des contrats. Au moins un fonds ISR, un fonds Finansol, FER maintenant, sur la partie sociale, et un fonds Greenfin, tout à fait. C'est Loi Pacte qui exige ces éléments-là, et donc c'est un travail effectivement qu'on a mené avec l'ensemble des distributeurs et des partenaires pour référencer ce type de support effectivement dans nos contrats d'assurance. Et l'idée, c'est évidemment d'étoffer cette gamme pour laisser effectivement le plus de choix possible à nos assurés. Le sujet étant, on l'a mentionné tout à l'heure, de développer probablement la gamme du S dans l'ESG. Aujourd'hui, on a une prédominance forcément liée à l'environnement, qui est liée à la préoccupation et à l'actualité finalement sur le réchauffement climatique et aussi à la maturité finalement des professionnels sur le sujet. Mais il y a un vrai enjeu aussi pour développer notamment les thématiques S, sociales et sociétales. Oui, non, c'est important de rappeler qu'il n'y a pas que l'environnement, et donc il y a le social, le vieillissement de la population, l'éducation, etc. Justement, on a une table ronde sur l'approche thématique juste après, on en parlera. Peut-être conclure avec vous, Beryl, sur des idées. Là, on a cité des exemples de produits, de solutions, d'idées. C'est bien de pouvoir engager et de voir concrètement où vont les capitaux sur l'univers du portefeuille, en fait. Positive impact je en voudrais Europe. juste rappeler que OFI, en fait, ça fait plus de 25 ans qu'ils sont dans l'ISR, donc c'est vrai que l'impact, il a commencé avec les fonds solidaires, en fait, qui étaient créés à l'époque. Après, il y a eu le développement de l'approche ISR avec l'intégration des critères ESG. Et depuis 2017, on a lancé cette gamme d'impact, donc sur l'économie positive. Et début 2020, on a lancé un fonds impact social sur les actions européennes, justement pour prendre en considération cette dimension
dimension sociale qui a quand même explosé avec la crise du Covid, où on s'est rendu compte de la pertinence finalement de considérer la dimension sociale et l'ensemble des parties prenantes en fait, y compris sur la chaîne d'approvisionnement. Et on a vu l'interaction économique justement de sous-estimer le pilier social. Aujourd'hui, on voit les entreprises être confrontées à un manque de main-d'œuvre qualifiée, spécialisée. Si je prends l'exemple de SPI, par exemple, qui est une petite société qui fournit des services techniques, par exemple pour les bâtiments. Aujourd'hui, ils ont 40% de chiffres verts, ce qu'on appelle vraiment verts alignés sur la taxonomie. Sinon, ça serait 70% sur la durabilité. Mais sur ces 40% verts, ils sont capables de démontrer sur chaque projet qui permettent d'économiser 30% de CO2. Et donc, ils vont dans le sens, justement, de donner la possibilité à des sociétés de réduire leur empreinte environnementale, d'obtenir la certification HQE. Mais on voit bien que SPI, sur des métiers nouveaux, sa responsabilité, c'est aussi de traiter son enjeu S. Et son enjeu S, ça va être, par exemple, d'avoir une politique sociale, des valeurs dans l'entreprise qui font qu'il va attirer des nouveaux talents ou des jeunes. Ils ont une politique envers les jeunes qui est très dynamique et sur les emplois qu'ils ont générés l'année dernière, parce que c'est une boîte en croissance. Et ces nouveaux métiers verts, c'est de la croissance incrémentale. C'est-à-dire sur la croissance du chiffre d'affaires, c'est 1 point de croissance en plus, mais il faut de la main-d'œuvre. Et donc, ils ont eu une politique envers les jeunes assez poussée. Ils ont une académie d'apprentissage. Il y a d'autres exemples de valeurs qui... Oui. J'avais noté Carbios. Ah oui, bon, alors après, dans ce fonds-là, si vous voulez... C'est quel fonds? Rappelez le fonds, il s'appelle OFI. C'est le fonds Positive Economy. Et en fait, dans ce fonds Positive Economy, ce qui est intéressant, c'est qu'on va articuler un thème. Donc nous, on a identifié 60 sous-thèmes et on va le traiter avec différents acteurs, que ce soit des large cap ou des mid cap. Si on prend, par exemple, on a parlé des émissions, mais le méthane qui pas vraiment, qui est revenu sous le feu des projecteurs avec la COP26. Si on veut réduire le méthane de 30% d'ici 2030, il y a plusieurs leviers. Donc les sources principales viennent de l'agriculture, les ruminants, l'énergie et puis aussi les déchets, en fait, l'industrie du déchet, puisque les déchets organiques, les déchets émettent des émissions. Et là, récemment, donc on est investisseur de Danone qui offre une alternative aux produits laitiers vers des alternatives végétales et qui vise à doubler son chiffre d'affaires dans cette catégorie d'ici 2025 pour atteindre 5 milliards de chiffre d'affaires. Mais on a aussi des sociétés comme Waga, c'est une petite IPO auquel on a participé, qui fournit des équipements pour récupérer en fait les biogaz qui sont émis sur les champs de déchets, les champs de déchets, qui récupèrent le biogaz et qui est capable, avec ces Wagabox, de séparer le CO2, le méthane, qui devient biométhane issu des déchets, et l'oxygène. Et avec ça, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils permettent à l'industrie des déchets de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Et par exemple, ce qu'on va chercher à mesurer dans ce fonds-là, c'est bien la mesure de la solution positive, c'est-à-dire qu'avec 3 Wagabox qu'ils ont vendus l'année dernière, ils ont permis d'éviter 8700 tonnes de CO2. Et c'est une société qui performe. Oui, c'est une société qui performe. Attention, dans l'impact, il faut quand même bien savoir qu'on est là pour résoudre des enjeux de développement durable. Ça se fait pas, on n'est pas des traders. Donc il faut investir sur une solution qu'on considère pérenne, accompagner Vous accompagnez toujours Fermentalg? Ah oui. Carbios, j'aime bien Fermentalg, c'est une bonne... Non, mais nous, on est actionnaire. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une société qui capte... En fait, c'est une société qui fournit des solutions à partir de l'huile algale. Donc, c'est des oméga 3 ultra concentrés. C'est les seuls à faire ça, à 500. C'est aussi les seuls à produire des colorants, enfin, pas les seuls, mais parmi les meilleurs à produire des colorants bleus. Pourquoi? Parce que toutes les sociétés de l'agroalimentaire, aujourd'hui, leur trajectoire, c'est de réduire leur empreinte carbone ou de satisfaire les nouveaux besoins des consommateurs vers des produits plus durables. Je veux plus de produits chimiques. Vous avez tous l'application Yuka, c'est bon, c'est pas bon. Voilà. Donc les colorants bleus, Fermental est investi. Il y a aussi des protéines d'origine végétale. Donc ils développent des algues, ils créent des protéines.
Voilà, et ils font avec Suez de la captation carbone, donc créer des puits de carbone. Captation de carbone, voilà. Avec le Voilà. développement des Mais algues. ça a été un long Ça fait trajet. plus 100% depuis le début de l'année. Voilà, Enfin, mais je sais parce plus. qu'ils ont annoncé beaucoup de nouvelles, mais parfois il y a des méthodologies qui sont encore en phase pilote. Donc nous, on n'investit pas en venture capital. Hein, il faut quand même que la technologie soit avérée, mais ça demande du temps. Donc un investisseur d'impact, c'est un investisseur engagé, mais c'est aussi un investisseur patient. Très bien. Ben écoutez, voilà un peu je crois que on est passionnés, on est tous passionnés, un investisseur patient et passionné, et je vois que le temps passe vite. Donc merci pour l'ensemble de ces explications. Ah ben Laurent avait le mot de la fin. Alors, je voulais juste passer à deux messages. Nous, on a développé au CDP un rating environnemental de fonds qui note 18 000 fonds dans le monde, donc qui s'appelle Climatrix. Donc c'est gratuit, c'est consultable sur le site internet et ça permet d'aiguiller les investissements, et on prend l'eau et la forêt en considération à côté du climat. Et puis la deuxième chose, je pense qu'à un moment donné, il va falloir que le monde de la finance commence à raisonner en return comme étant la somme du return on equity plus le return on impact. On peut plus simplement se cantonner au return on equity parce que ça va conduire à une catastrophe de ne faire que ça. Très bien. Ben voilà, c'était le mot de la fin. En tout cas, on est tous convaincus. On voit qu'il y a effectivement une profusion d'opportunités devant nous. Il va falloir les enjeux aussi des distributeurs qui sont clés, qui sont des postes d'observation, des rouages importants dans notre écosystème pour pouvoir flécher ces capitaux vers des bonnes solutions. En tout cas, on est tous mobilisés, concernés, nous aussi, Cantadis, avec nos indicateurs, comme l'a rappelé Cécile tout à l'heure. Et donc, merci de votre attention. Et je passe la parole aux équipes Grand Compte qui vont animer une masterclass sur la digitalisation, donc la partie digitale, et aussi les outils sont aussi clés dans cette transformation, dans cette transition. Merci beaucoup à tous. À bientôt. Merci à vous, à bientôt. Au revoir.